À présent, nous allons passer, je dirais, au deuxième bloc, si j'ose dire, la deuxième partie. On est très heureux d'accueillir les représentants de l'ArtLab et de l'ECALab de l'EPFL pour voir ce qu'ils font en matière d'art et de sciences. Vous verrez, c'est assez intéressant et assez étonnant aussi, de la production de contenu à l'utilisateur final. Deux personnes vont se succéder. Tout d'abord, le professeur Béla Kapossi, qui est donc directeur du Collège des Humanités de l'EPFL. Et ensuite, lui succédera Nicolas Anchaud, qui est directeur de l'ECALab de l'EPFL. Chacun 15 minutes de présentation. Et ensuite, une petite discussion avec Jean-Paul Felet, qui nous rejoindra sur scène. J'invite le professeur Béla Kapossi. Voilà, bonjour. Je remercie tout particulièrement les organisateurs de m'avoir donné la possibilité de vous présenter brièvement non seulement ArtLab, mais de vous parler tout brièvement également de Collège des Humanités, dont je suis le directeur depuis peu. Pour vous donner, juste pour vous situer, ArtLab et Collège des Humanités. Collège des Humanités, c'est la plus petite faculté à l'EPFL. Au même temps, on est très grand. On enseigne plus que 6000 étudiants. Tous les étudiants bachelor, master à l'EPFL passent ou prennent des cours offerts par le Collège des Humanités. On a 126 professeurs qui enseignent plus que 120 cours, dont notamment des professeurs de l'Université de Lausanne. Moi-même, je suis aussi professeur d'histoire à l'Université de Lausanne. Le Collège des Humanités est très intéressant parce que c'est beaucoup plus que simplement un outpost de l'Université de Lausanne où on retrouve des enseignants des différentes facultés, mais c'est aussi un lieu où se fait une véritable interaction et c'est pour cette raison que le ArtLab se trouve intégré dans cette faculté Collège des Humanités. Alors, le Collège des le ArtLab, certains parmi vous, ou peut-être même la plupart, ont déjà vu ce bâtiment qui s'est fait il y a quelques années, en 2012. C'était un concours qui a été décidé pour aménager la place Cossandet, et avec le but de créer 3 différents espaces sur un espace pour le public, pour l'interaction, un autre espace pour la science, pour visualiser, pour présenter ce qui se fait à l'EPFL, et finalement un 3e espace qui devrait être dédié à l'archive. Alors cet espace, ce bâtiment qui a gagné le concours, c'était l'architecte japonais Kengo Kuma en 2012, qui a ouvert ses portes à fin 2016. Gagné entre autres, le prix a été sélectionné parce que c'est une proposition de réunir ces 3 différents espaces sous le même lieu. Alors vous voyez, ce sont ces 3 pavillons sous un même toit. 3 under one roof, je pense que c'était le nom du projet de l'architecte. On a un Data Square, c'est là où est hébergé actuellement l'archive du festival Montreux Jazz. C'est un espace qui est surtout dédié à la... Non, excusez-moi, le Montreux Jazz, j'ai fait quelque chose. Le Data Square, ça c'est l'espace vraiment qui devrait visualiser et représenter les activités scientifiques de l'EPFL, qui doit donner une identité ou représenter aussi l'identité, le lien non seulement entre les différentes facultés, mais aussi le lien qui se fait entre les sciences et les arts notamment. Le 2e pavillon B, un échange expérimental est dédié à la création des formes de muséologie du futur, c'est de cet espace dont je vais vous parler tout à l'heure. Et 3e, le pavillon C, dédié à l'archive. C'est là où vous trouvez l'archive Montreux Jazz, également le Montreux Jazz Café. Alors vous avez ces 3 différentes parties autour d'identité, musée,
et archives qui sont centrales, ils sont les piliers de ce bâtiment de ArtLab. Ce que c'est ArtLab actuellement, c'est vraiment, il faut le voir comme une plateforme qui permet à la communauté de l'EPFL, mais également à des intéressés et de nos partenaires, avec l'UNIL, avec l'ECAL, Aide de Genève et d'autres partenaires également, de venir ensemble et de faire c'est un laboratoire pour l'interface entre science et art visuel, mais aussi musique, évidemment. C'est un aspect important dans ArtLab qui va notamment être développé à travers des collègues qui travaillent sur la musicologie cognitive, également avec des psychologues. C'est un espace qui vit et qui développe des activités d'interdisciplinarité. Ce n'est pas seulement un espace d'exposition, mais ça se veut également comme un espace de recherche. C'est très important. Sur ce que l'ArtLab doit devenir, on a mis les accents sur ces 4 points. D'abord, c'est sur l'innovation. C'est vraiment une opportunité à travers, pour les différents laboratoires qu'on trouve au sein du Collège des Humanités, des laboratoires qui travaillent soit sur les médias art, sur le visuel, ou sur l'audio encore, ou encore en Digital Humanities, de se retrouver, d'avoir un espace pour créer et pour exposer des projets collectifs. Deuxièmement, activation. Pour nous, c'est très important d'avoir également avec ArtLab un espace qui nous permet d'aller à la rencontre du public académique d'un côté, les autres facultés, mais notamment aussi tout un grand public intéressé hors du milieu académique, des personnes intéressées soit pour la science, soit pour les arts, et notamment ceux qui s'intéressent comment les deux se mélangent. Sur l'engagement intellectuel et tangible des initiatives, ArtLab également offre un espace, soit à l'intérieur de l'EPFL, soit pour toute la communauté académique suisse romande, mais également c'est devenu de plus en plus à travers les expositions dont je vais vous donner 2-3 images, également lieu pour la rencontre internationale. ArtLab s'est affermi véritablement ces derniers 2 ans comme un acteur au niveau international pour le développement de nouvelles formes de muséologie et d'interaction entre art et science. Et dernier point, ce sont pour les sciences participatives, là où on verra, on essaye de développer des nouvelles formes dans ce registre également. Juste pour vous donner une idée de... Excusez-moi. Pour la gouvernance, c'est géré par un comité de direction, 4 personnes, comité de consultatif international, un comité scientifique et une équipe ArtLab qui consiste actuellement de 6,6 personnes si on compte sur les 100% taux d'activité. Qu'est-ce qu'on offre? 2 grandes expositions par an, une exposition semi-permanente valorisant la recherche à l'EPFL, dans le Data Square, des événements performances, concerts, des symposiums, des cinémas en plein air, où on peut notamment aussi compter sur la participation des affaires culturelles que, heureusement pour nous, qui font partie maintenant de ArtLab. Alors ArtLab, c'est véritablement le lieu à l'EPFL où se concentrent les activités artistiques, culturelles, etc.
et finalement offrent un dispositif immersif de valorisation des archives du Montreux Jazz Festival dont Nicolas Anchaud nous parlera dans un petit instant. J'aimerais bien juste vous donner une petite idée des projets qui sont faits et le prochain projet qui s'ouvrira le 2 novembre. Certains parmi vous en ont vu. Kung Fu Motion, c'était une grande exposition faite par la directrice de Art Lab, Sarah Kenderdine, en collaboration avec des collègues à Hong Kong. Une exposition qui essaie de montrer ou réunir tous les différents aspects pour la reconstitution et l'archivage du patrimoine immatériel. Alors, vous connaissez tous le Kung Fu, les différents films. C'est une grande culture chinoise dont les maîtres de Kung Fu sont retrouvés notamment à Hong Kong après la Deuxième Guerre mondiale. C'est une énorme culture avec des variations très importantes. Et la question était comment est-ce qu'on archive ça si ce n'est pas documenté par écrit? Il y a des livres où ils ont décidé les différentes figures. Ce sont des chorégraphies comme au ballet. Et l'idée, c'était, qui est venue de Sarah Kenderdine et des collègues en Hong Kong, c'est de trouver différents moyens pour archiver cette culture, ce patrimoine immatériel. On partit avec motion capture. Ils ont convaincu des vieux maîtres de se laisser coller partout des petites motion captures. Ensuite, ils ont fait leur chorégraphie. Ça, c'était capturé. C'était une manière. Mais ensuite, tout le Kung Fu fait partie d'une culture beaucoup plus large. Et le but de cette exposition était de montrer tous les différents aspects du phénomène du Kung Fu culturel et des différentes manières comment on peut archiver cette pratique. Alors j'aimerais bien juste vous montrer un petit clip qui apparaît dans le prochain slide, qui vous montre ensuite comment artistiquement également on peut travailler avec les données issues de cet enregistrement des mouvements des maîtres Kung Fu.
Je passe au deuxième slide. Là, vous voyez également un petit clip. La question se pose, c'est une discussion importante. Qui s'intéresse ou qui profite d'une telle exposition? Tout d'abord, évidemment, les maîtres kung-fu, eux, ils étaient contents, vu qu'il leur manquait des disciples. Merci. Des disciples de voir que leur art qui s'est propagé ou qui était échangé d'une génération à l'autre ne se perdait pas. Autrement, évidemment, la culture aussi, ou les communautés qui hébergeaient des aspects kung-fu, disons comme ça, en Chine, à Hong Kong. Actuellement, il y a des institutions culturelles chinoises qui ont montré un très grand intérêt. Du côté scientifique, à Lausanne, c'est les sciences des sports qui voient l'intérêt des expositions de ce type-là. Et il y a bien d'autres, notamment aussi les personnes des musées. Alors, il me reste 2 minutes, j'aimerais bien juste vous montrer la nouvelle exposition qui ouvrira ses portes le 2 novembre. Ça, c'est une exposition faite avec le ZKM de Karlsruhe autour du philosophe médiéval Raymond Lull. C'est une exploration des origines, si on veut, du computational thinking. Là, on remonte à la période médiévale, aux questions comment les philosophes de la période médiévale, notamment Raymond Lull, là, il est assez exceptionnel, il faut dire, ont essayé de concevoir l'univers, la relation entre humain et univers et la manière comme nous, on peut appréhender le monde extérieur et notre propre pensée. Et c'est une exposition qui s'intéresse à comment Raymond Lull et sa pensée a été visualisée de la période médiévale jusqu'à aujourd'hui. Une exposition qui regroupe les humanités digitales, l'histoire des sciences, origine de la pensée computationnelle, les connaissances au Moyen-Âge, art et musique moderne et contemporain, informatique, mathématiques, robotique, enseignement et apprentissage. Voilà, ça c'est la prochaine exposition et ensuite il y aura une grande exposition également pour 2019. Là on fête les 50 ans de l'EPFL et la plateforme DataSquare pour la visualisation dynamique des activités scientifiques à l'EPFL est en cours. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, bonjour. Alors, je passe au slide suivant, j'imagine. Voilà. Les ruptures fertiles. Alors, c'est le titre d'un livre que j'ai écrit il y a 4 ans. Ce n'est pas sur la thérapie de couple. C'était juste une confusion qui me permet d'en vendre davantage. C'est sur l'innovation de rupture en la regardant de manière un peu différente. Je vais démarrer mon propos par un... Oui. Est-ce que... voilà. J'y arrive. Je reprends la première exposition qui a été faite dans ArtLab. Alors, pourquoi je la reprends? D'abord, ça fait le lien avec ce qu'a dit Bella Capocci, avec mon laboratoire, donc il y a l'EPFL ECALab, qui est une unité de l'EPFL dans le bâtiment de l'École cantonale d'art de Lausanne. On a travaillé sur cette exposition, donc ouverture d'ArtLab, et la première exposition, c'était sur Soulage, ce que vous avez actuellement aussi à Martigny. Le propos, ici, pour nous, c'était de dire... Quand on amène un Soulage il y en avait 12, sur le campus de l'EPFL, beaucoup de gens ont peu de connaissances sur l'art du XXe siècle, puis ils disent « Ah, ça vaut des millions et c'est tout noir. » On ne comprend pas. Et on s'est dit, on a été observé dans les musées, et bien sûr qu'il y a le texte du curateur à l'entrée, mais beaucoup de gens qui n'ont pas l'habitude, ce n'est pas leur domaine, là, ils vont directement voir quelques tableaux, puis ils ne vont pas lire cet élément à l'entrée. On s'est dit, on va faire une introduction un peu différente. On va
en utilisant la réalité virtuelle, essayer de les immerger dans ce qui fait la richesse d'un soulage, qui n'est pas le noir lui-même, mais la lumière qui est reflétée par le noir, ce qui est une sorte de paradoxe, puisque normalement le noir absorbe la lumière. Mais le soulage, il joue sur cette lumière qui réfléchit. Alors on a fait cette installation de réalité virtuelle dans ce cadre vide, et puis là on plongeait là-dedans, dans ces univers, dans les pigments, dans la lumière, etc. Alors figurez-vous qu'à la sortie du vernissage, les feedbacks, c'était génial, c'était super, c'était beau ces pigments, tout ça. Génial. On a fait des tests parce qu'il se trouve qu'on a aussi des gens en psychologie chez nous pour dire maintenant, on va un peu regarder un peu plus ce que les gens ont vu et ont compris. Personne n'avait compris quoi que ce soit parce que les citations qu'on avait là-dedans, qui sont des citations très simples de Soulage, tout le monde avait trouvé ça très beau, super, mais personne ne les avait lues. Raté l'exposition. Donc je commence par un raté, vous voyez. Mais après, en comprenant ça, on a commencé à sortir quelques éléments explicatifs, cognitifs, pour les donner aux gens avant qu'ils regardent la réalité virtuelle. Et puis tout d'un coup, on faisait les deux choses, et puis on conjuguait les deux. Alors là, tout d'un coup, bingo, ça marchait vraiment bien. Les gens commençaient à regarder après les soulages un peu différemment. Ils essayaient de voir la lumière qui est reflétée, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passait. Pour vous dire que c'est quand même important de pouvoir comprendre en partie ce qui se passe quand on fait ce genre d'interaction art, société et innovation. Ce qui était encore plus intéressant, c'est qu'on a une deuxième expérience où là on montrait la couleur qui sortait d'un soulage. On a photographié ce tableau avec des caméras hyperspectrales et puis on voyait les différentes couleurs l'une après l'autre, le rouge, le jaune, le vert. Et bien là on arrivait aux mêmes conclusions que ce qu'on avait avec la réalité virtuelle. Si on donnait une petite explication avant que les gens commencent à jouer avec la couleur, où ils étaient pris dans ce flux de couleurs, ça marchait très bien. Si on mélangeait le tout, ça ne marchait pas. À partir de ça, on a pu donc sortir des principes qui peuvent être aujourd'hui appliqués dans plein d'expériences, dans d'autres musées. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on a un laboratoire que je qualifie de recherche et d'innovation en design. Notre rôle du design, c'est dans le faire, c'est de la appliquer. Donc, c'est en touchant les choses, en pratiquant les choses, c'est avec des entreprises, avec des institutions, qu'on arrive à créer des choses qui ne vont pas être une représentation artistique, un interface juste artistique, mais qui a une volonté d'utilité pratique. Mais pour nous, l'objectif, c'est de dire on va aussi créer un savoir. On n'a pas juste fait quelque chose qui a un effet sympa, parce qu'on le voit des fois dans les expositions design, on trouve ça joli, très sympa. Non, ce qu'on a envie, c'est aussi de comprendre pourquoi il peut y avoir une adoption là-dedans. Donc nous, notre rôle, c'est de dire il y a plein de technologies à l'EPFL, elles suscitent des questions. Comment est-ce qu'on va passer la performance technique à une expérience convaincante pour l'utilisateur? Donc pour ça, il faut faire des prototypes. Il faut les tester dans des conditions réelles. Et puis c'est ça qui nous permet vraiment d'avoir des connaissances sur l'impact et d'aller vers ce qu'on appelle, pour nous, l'innovation durable. Parce que quand vous êtes capable de créer du sens, eh ben, ça dure dans le temps. Et même si vous avez une entreprise ou quelque chose de plus appliqué que ce qu'on pourrait voir dans le domaine artistique, à un moment donné, si votre innovation tient dans le temps parce qu'elle est adoptée par les gens et qu'elle fait du sens, ben c'est là où vous aurez vraiment aussi de l'impact économiquement et que ça va fonctionner. Et en plus, ça, pour l'utilisateur, c'est plutôt sympa parce que changer de gadgets toutes les 2 semaines, tous les 3 mois, c'est pas très gratifiant. Il y a eu plein d'échecs dans le numérique, si vous voyez la TV 3D, les lunettes réalité augmentée, tout ce genre de choses. Donc si on peut arriver à créer un peu plus de sens par la pratique artistique, par le design, mais aussi en observant l'impact, je pense qu'on y gagnera beaucoup tous ensemble. C'est ce qu'on essaie de faire avec parfois des difficultés. Et je vais vous montrer quelques projets qu'on a. Donc juste pour vous dire donc, que l'équipe a des designers, a des ingénieurs, a des gens justement pour analyser les résultats, aussi le domaine d'architecture. Et puis on travaille toujours avec des partenaires sur le terrain, encore une fois, pour bénéficier aussi de leur connaissance. Cet échange est très très utile. Donc je vais vous donner 2 petits exemples de ce qu'on fait. Alors l'avenir du numérique, alors ça c'est la grande question. Alors moi je vais vous donner juste une réponse pour nous de l'expérience, maintenant 4 ans d'expérience qu'on a sur un projet. Pour moi, c'est eux. Pourquoi? Parce qu'on travaille aujourd'hui avec ProSenectUTES sur différents projets sur le lien social avec les seniors et on a appris plein de choses avec eux. D'abord, les seniors, c'est extrêmement intéressant parce que quand on dit « Ah, mais t'inquiète pas, d'ici quelques années, ce sera résolu parce que tout le monde sera né avec Facebook, avec l'ordinateur. » Eh ben non. Les seniors, souvent, ils n'aiment pas trop certains services numériques parce qu'ils n'ont juste pas l'impression que ça fait du sens dans leur vie quotidienne. Est-ce que 2827 amis virtuels sur Facebook, ça va vraiment apporter quelque chose dans mon quotidien? Pas forcément. Donc,
je ne vais pas forcément m'intéresser à cet outil-là. Donc, en travaillant avec eux, ça nous force à travailler sur la notion du sens aussi, qui peut émaner du numérique. Et puis en plus ça, de sortir des idées préconçues, parce qu'en général, vous travaillez avec des jeunes, c'est l'avenir, et puis après on se dit « Oh là là, on va faire quelque chose pour les seniors ». Donc il y a quelqu'un dans un bureau qui va prendre la liste de tous les potentiels problèmes qu'on peut avoir, qui viennent avec l'âge, et puis ils font une interface pour polyhandicapés. Alors moi qui ai mon père qui a 87 ans, qui vit très bien, qui quand il voit un peu moins bien, il prend des lunettes. Si je le traite de polyhandicapé, ça ne marche pas très bien. On commence à avoir une relation père-enfant qui est un peu moyenne, je dirais. Et donc, on se trompe souvent par rapport à ces appréciations. Et donc, on apprend énormément avec eux. Et puis, il y a une diversité aussi culturelle. Vous savez, les premiers punks, ils ont plus de 60 ans maintenant, les rockers encore plus, etc. Ils ne vont pas changer pour nous. Ils ne sont pas juste à suivre les derniers trends marketing. Donc, si on est capable de travailler avec les seniors qui ont leur identité, qui ont aussi leur volonté d'avoir du sens, on arrive à faire des choses qui fonctionnent aussi avec les jeunes, alors que l'inverse, ce n'est pas toujours vrai. Donc, on a ce projet qui iront avec les idées préconçues, mais c'est vraiment 4 ans de travail de terrain. Alors là, je fais un peu le clown avec vous aujourd'hui en montrant très rapidement quelques éléments, mais c'est 4 ans de travail et ce n'est pas toujours simple parce qu'on a des milieux culturels différents. On travaille aussi avec des animateurs sociaux, mais à la fin, ça permet vraiment d'apprendre des choses fondamentales sur l'innovation, en partie sur l'innovation du numérique. Ce qui était clé là-dedans, donc, c'est le numérique pour la vie réelle, la notion de crédibilité et de confiance qu'on a souvent tendance à oublier, une nouvelle approche de la simplicité, parce que souvent on dit il faut faire les choses simples. Il faut aussi, la simplicité, c'est aussi la simplicité parce qu'on a envie d'utiliser la chose. Ça devient beaucoup plus simple si vous avez envie d'utiliser quelque chose. La simplicité, c'est pas de cacher tout, puis il faut passer avec la souris, puis deviner où c'est, et de faire des textes microscopiques. Donc on apprend plein de principes dans ce projet-là. Alors je vais venir avec 3 news aujourd'hui. La première news, c'est qu'on vient d'avoir une décision de la commission Lennartz qu'on va poursuivre le projet et que l'application travaille avec les seniors dans les communes pour augmenter le lien social, mais aussi avec les communes pour dire maintenant comment est-ce qu'on peut revoir les services numériques de façon à ce que ce soit utile par tous et que ça implique vraiment la société de manière inclusive. Ben ça va se développer et ça va être maintenant au service des communes. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez venir vers moi à la fin de cette matinée. On a été nominé au Design Prize Schweiz et puis on va ouvrir ce sera un élément de l'exposition qui s'ouvre la semaine prochaine au Franz Mayer Museo à Mexico, puisqu'on représentera la Suisse, entre autres avec ça, à Mexico, qui est la capitale mondiale du design cette année. Deuxième exemple aussi qu'on a tiré de ArtLab, c'était les archives. Vous savez, on a plein de patrimoine, on numérise tout, fantastique. Mais on fait revivre comment est-ce qu'on extrait ça des ordinateurs? Le premier réflexe, c'est de dire on va prendre une super image comme ça, du 4D, les dernières images qu'on a eues, puis on fait un truc hyper immersif. Très bien, mais les archives qu'on a, c'est aussi ça. Ça, c'est Ella Fitzgerald, 1969. Alors l'image, elle n'est pas très bonne, mais le concert, il est génial. En 71, quand on a Nina Simone qui tout d'un coup s'énerve contre le public parce qu'elle avait une rage par rapport à sa carrière, puis il dit « You shut up !» Puis les gens se marrent en disant « Elle fait la clown. »« No, you shut up !» Et il y a comme une interaction complètement dingue avec le public. Ça fait aussi partie de l'histoire de la musique. Comment est-ce qu'on arrive à faire revivre cette archive? Ce n'est pas en essayant de refaire concert comme il était, ce sera toujours une mauvaise copie. Il faut essayer de trouver d'autres moyens de le faire, et c'est pour ça qu'on a travaillé là-dessus. Et ici, vous avez l'installation qui est dans ArtLab, qui est ouverte au public. Donc, on peut y consulter plus de 55 000 chansons, donc c'est compliqué quand on fait de l'innovation, qu'on doit travailler avec les vraies bases de données. Et ici, on travaille sur l'augmentation, notamment dans cette pièce, c'est-à-dire que on a un son déjà qui est sur 32 haut-parleurs, qui est très particulier, qui prend des algorithmes de l'EPFL. On va augmenter l'espace en jouant parce qu'on est des architectes aussi sur des miroirs et une dimension particulière visuelle. Puis on va jouer aussi sur les métadonnées, les informations qu'on a autour qui viennent dans l'espace. Et tout ça, le but, c'est de créer une expérience globale qui est spécifique au numérique. Je ne refais pas le concert comme il était. Je vous propose une nouvelle expérience au service du contenu et de ça. Et c'était vraiment intéressant aussi quand Claude Nobs avait vu les premières expériences, fondateur qui m'avait dit « Mais tu sais, mes concerts, je ne les ai jamais vus comme ça. » Donc tout d'un coup, on arrive à créer quelque chose qui était différent, mais au service du contenu. Alors maintenant, la nouvelle version, c'est d'aller maintenant avec ces principes, mais vers les gens. Donc on a fait une version mobile, et tout se passe dans la petite voiture. Et le but, c'est aussi d'aller enrichir ça en allant en contact des gens, et puis aussi dire, s'il y a l'archive elle-même, il y a ce contexte
Parce que Montreux, ce n'est pas juste n'importe quel festival, c'est un festival où Queen a enregistré, où il y a eu le fameux Smoke on the Water qui a été fait, où il y a eu des artistes comme Max Bill et d'autres qui étaient là. Donc c'est important de donner ce contexte et on le fait avec la réalité virtuelle. Alors, ce qui est de bien, c'est que d'abord, ça vient de faire l'objet d'une publication par la MIT Press pour Leonardo qui fête ses 50 ans. Ça, c'est la news 2. Et puis, comme on travaille beaucoup sur ces archives, eh ben, on a une nouvelle installation qui va être inaugurée dans 10 jours au Musée des Arts Décoratifs de Paris, l'un des 3 musées les plus vus en France. Et puis, on va montrer aussi comment on va exhumer en partie les archives qui sont en sous-sol sur Roger Talon, et puis les mettre à la lumière pour tout un chacun qui visite le musée. Donc, vous pourrez regarder ça très bientôt. Alors là, je vais montrer 2 éléments qui étaient très visibles, assez spectaculaires. On travaille sur plein d'autres domaines, notamment sur le big data, là, comment on représente ces informations très complexes, nouveaux types d'interfaces, environnement immersif, sur la nourriture. C'est comment est-ce qu'on peut représenter de l'information sur la nourriture alors que le packaging est déjà complètement saturé. Voilà, blockchain, santé, il y a pas mal de domaines sur lesquels on travaille, avec, comme je disais, vraiment des capacités d'avoir des connaissances qu'on peut gérer des principes. Je finis sur une 3e news, et cette fois, c'est pour que vous puissiez, vous, avoir des moyens pour travailler avec des artistes, parce qu'on fait partie d'un projet qui s'appelle Vertigo Starts. Alors, si vous êtes artiste ou que vous avez une technologie où vous voudriez que des artistes viennent, regardez sur vertigostarts.eu, vous pouvez avoir un artiste en résidence et il sera financé par la Commission européenne. J'ai essayé de pousser pour qu'on fasse les formulaires le plus court possible, ça se fait en ligne. Donc, allez voir, cet appel est actuellement ouvert et c'est jusqu'au 19 octobre pour les entreprises qui proposent une technologie pour que des artistes puissent travailler dessus et jusqu'à fin novembre pour que des artistes puissent proposer des projets. Et donc, c'est ouvert à vous ici. Je finis par un élément pour moi qui est important. Je vais parler d'artistes, de designers, il y a beaucoup de choses qui circulent. Alors, on peut faire plein de choses, il faut juste être conscient de ce que ça peut apporter. J'aimerais juste apporter une différenciation de 3 choses. Vous pouvez avoir un artiste en résidence, comme dans Vertigo. Il va vous ouvrir de nouvelles perspectives, il faut lui laisser la liberté, il faut arriver à se comprendre. Mais il va ouvrir de nouvelles pistes. Il n'est pas là pour vous faire un logo, il est là pour ouvrir des perspectives nouvelles. Après, il y a ce qui est très à la mode, c'est le design thinking. Alors ça, c'est un peu tout, voire et surtout souvent n'importe quoi. Mais il y a comme des méthodes de créativité, de management de créativité au sein d'une entreprise, quand on veut imaginer des nouvelles pistes, mais pour démarrer des choses, pour travailler en groupe, pour lancer du team building. Ça fonctionne très bien. Mais si vous pensez que vous avez une solution en 2 semaines et que vous avez compris l'utilisateur, là, vous êtes sûr que vous allez vous casser la figure. Donc, il ne faut pas qu'il y ait de confusion là-dessus. Et puis après, la partie design research, comme ce qu'on pratique au laboratoire, où là, on va effectivement travailler à plusieurs disciplines, on va impliquer des artistes, en particulier les designers, puis on va essayer de trouver des perspectives et puis dire pourquoi ça peut fonctionner dans le temps, et arriver vers des perspectives de développement durable, enfin plutôt d'innovation durable. Ce n'est pas lié à l'écologie, c'est vraiment dans le temps. Voilà, je vais conclure là-dessus avec maintenant le petit côté backstage sur les choses illégales. J'aime bien, on va venir avec 2-3 choses illégales. Dans le canton de Vaud, on peut aussi. La première, c'est celle-là. Donc la voiture roule toujours. Alors on n'a pas le droit de la conduire, on n'a pas osé essayer de l'homologuer parce qu'il y a une crise cardiaque du service des automobiles. Mais voilà, c'est pour dire qu'on s'amuse quand même beaucoup dans ce laboratoire. Et puis alors encore plus illégal ici, ça c'est la version prototype qu'on a testée, c'est la version finale, parce qu'elle a été photographiée dans un vraiment beau vignoble, celui du Lavaux. Alors ça, je sais qu'une photo du Lavaux ici, ça passe pas du tout, mais comme ça vous avez la dernière version. Voilà, je vous remercie. Merci à Nicolas Anchaud. J'invite le professeur Béla Capossi et Jean-Paul Felet à nous rejoindre sur scène. Alors si c'est ça, être dans l'illégalité, alors ça nous va bien, on peut y rester, je pense. Bienvenue à Jean-Paul Felet. Vous êtes le nouveau directeur de l'École cantonale d'art du Valais, l'ECAV. Peut-être un premier retour, une première impression sur ce qui a été dit par vos 2 collègues. Alors, première impression, moi je suis historien de l'art de formation et directeur d'école. Ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu pour l'instant, c'est la science au service de l'art. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'artiste qui se sert de la science pour faire quelque chose. Et là, on entre encore dans un autre univers. Et c'est pour revenir au début sur ce que vous avez dit par rapport à Braque, donc entre le scientifique et l'artiste. Et je pense que l'artiste peut être subversif et doit être subversif en utilisant la science. Et ça date depuis longtemps.
J'avais quelques exemples que j'avais en tête, j'en prendrai un très rapide. J'ai travaillé en 1994, donc ça date, avec des artistes qui étaient déjà dans le monde scientifique, mais depuis toujours, l'artiste travaille de la science. Et 10 ans après, on faisait un anniversaire d'une structure qu'on avait créée, qui s'appelait Attitude, et un artiste qui était docteur en biologie, qui a changé de voie parce qu'il en avait marre des ateliers de biologie, a fait les beaux-arts et a fait une œuvre assez fabuleuse en utilisant des phéromones. Les phéromones qui créent des rapports entre les gens, qui facilitent les rapports entre les gens. Donc on avait eu à disposition d'une des plus grandes entreprises des phéromones, je ne peux pas dire laquelle, mais qui fournit pour les grands magasins entre autres, et c'était dans l'exposition. Et c'était quelque chose de complètement subversif qu'on ne voyait pas, mais qui est resté dans l'exposition pendant 2 mois. Et parce que, je cite exprès ça, parce qu'en fait, ce qu'on nous a beaucoup montré, c'est des belles images impressionnantes, comme on les trouve sur les sites internet, etc. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est la partie subversive de l'artiste. Et puis, j'aimerais ajouter un autre point qui est important pour le public, c'est qu'il ne faut pas imaginer que les sciences, les nouvelles technologies, c'est ce qui va venir écraser le passé. Dans le monde de l'art, tout se superpose. On peut avoir encore aujourd'hui et demain des artistes peintres qui font de la peinture d'une manière très classique, qui sont très très intéressants, et parallèlement des artistes qui utilisent des technologies de pointe pour réaliser des œuvres. Et tout ça, ça avance en parallèle. Je crois qu'il faut être clair là-dessus. Donc les éléments qui se superposent. Peut-être une première question à Nicolas Anchaud. Pour les gens qui iraient ou qui auraient été voir l'expo Soulage, donc à la Fondation Janada, peut-être juste reformuler, rappeler la leçon que vous tirez concrètement de l'expo qui a été faite à l'Art Lab. Donc la leçon, c'est qu'on a souvent des idées préconçues, qu'on soit scientifique ou artiste. Alors moi, je suis dans les arts appliqués, donc ça fait des belles images, désolé, mais on a tous, et on est tous sûrs de notre propre génie, ou presque. Et en fait, quand on essaie de comprendre la perception du public, on s'aperçoit souvent qu'on est à côté de la plaque. Donc pour moi, je trouve que c'est très important qu'on ait une idée de l'impact, qu'il y ait une sorte de boucle de retour. Sinon, on est dans des petites communautés, les uns les autres, et puis on tourne un peu pour nous-mêmes. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que quand je parle d'innovation au sens large, mais ça peut être un propos qui va nous faire réfléchir, ça peut être un élément qui va être plus utile. Je trouve important qu'on ait davantage de rapport avec la population, avec sa perception, dire comment ça peut nourrir ce dialogue et nous amener vers quelque chose plutôt qu'on soit dans des silos qui soient séparés. Et quel était le regard de Soulage sur l'exposition ? Alors Soulage est venu, on a discuté. Alors lui, il était fasciné par le fait que, en fait, on traduisait sans avoir discuté avec lui, en fait, des propos qu'il essayait d'exprimer d'une manière différente dans ses tableaux. Et puis qu'on leur donnait une tangibilité. Alors pour lui, le propos était évident parce qu'il le connaissait déjà. Et c'est là où on avait un problème, c'est que quand on s'adresse à des gens qui ne connaissaient pas Soulage, on n'arrivait pas à l'objectif qu'on voulait. Donc c'est ça qui est une des leçons assez... Mais l'aspect, parce que je suis venu voir l'exposition, moi, en tant qu'historien de l'art, je connais bien le travail de Soulage, ce qui me dérangeait un petit peu, c'est qu'on entrait dans une déstructuration du travail, gadget. Il y a quand même beaucoup d'interventions très gadget, grand public, pour regarder une œuvre. Quand on regarde une œuvre, est-ce qu'on a forcément besoin de ça ? Alors ça, je crois que, je suis désolé, je rentre dans le débat, mais pour moi, ça, c'est l'historien de l'art, où on m'a dit, quand j'en attendais le texte à l'entrée, il m'a dit « Ah non, on ne peut pas dire que ce qu'il faut ressentir par rapport à un Soulage, ou que ça, on ne peut pas donner de passerelle. » Alors oui, on reste dans ce qu'a dit Bourdieu depuis les années 60, on est une petite communauté élitiste, où on fait des éléments où les artistes parlent aux artistes et aux aficionados de l'art. Moi, ce qui m'intéresse, j'ai travaillé pour le téléjournal, pour plein de domaines, c'est dire essayons d'ouvrir ça à davantage de personnes. Alors, où je ne suis pas d'accord avec l'aspect gadget, vous ne verrez pas les installations qu'on fait, c'est que moi, je peux vous montrer des principes avec plus de 140 utilisateurs, je peux vous dire ce qui va faciliter la perception, dans certains contextes, d'une œuvre qui est a priori pas accessible à des gens, ce qui va les aider à rentrer en contact avec cette œuvre, et ce qui ne va pas marcher. Et il y a des choses qui ne marchaient pas. Donc je ne suis pas d'accord avec Système Gadget, parce que là, on a vraiment des principes qui font qu'on aide les gens à rentrer un petit peu en contact avec ça. Et je pense que si on arrive un tout petit peu à aider à reconnecter le public avec l'art contemporain et sortir des petits cercles spécialisés, moi, j'aurais déjà fait un énorme travail, j'en serais déjà satisfait. Voilà. Très bien. Professeur Kapossi,
Le débat d'idées est intéressant. Merci à Jean-Paul de l'avoir suscité. Professeur Kapossi, par rapport à l'ArtLab, quelles opportunités vous voyez pour la suite des activités et en même temps, quelles limites ou quelles difficultés vous sentez par rapport à l'ArtLab? Bon, commençons avec les opportunités. Volontiers. Peut-être je reviens à un de vos premiers slides que vous avez montré tout au début avec cette citation que l'art, elle perturbe et la science, elle rassure. Moi, je ne suis pas sûr si c'est vraiment aujourd'hui le cas. On a aussi de l'art qui est fait pour rassurer et la science souvent nous donne des nouvelles qui nous perturbent avant tout. Et ensuite, par rapport à ce que vous avez dit, que l'art, voilà, qu'est-ce qu'elle est de particulier dans l'art? Est-ce qu'on donne suffisamment d'espace au développement d'un art nouveau, numérique, qui perturbe également? Alors pour l'ArtLab, comme j'ai essayé de vous expliquer, c'est un laboratoire qui se voit en laboratoire pour un musée futur. Les œuvres d'art perturbantes doivent être exposées et doivent être aussi des œuvres d'art se font ou de l'activité artistique se fait avec des médiums différents, notamment numériques. Et ce que je pense que ArtLab peut offrir, comme on a vu avec l'exemple avec Kung Fu Motion, c'est de faire une exposition autour d'un thème qui, en principe, ne s'expose pas si on veut aller, sauf si on se limite à l'exposition des posters ou à l'exposition des clips des films des années 70. Alors là, je pense que ArtLab développe des nouvelles formes d'exposition qui n'ont des activités culturelles, notamment dans le patrimoine immatériel, qui n'ont pas encore trouvé de lieu jusqu'à maintenant. Mais ça devrait, je pense aussi, alors ça c'est un des défis, de devenir un véritable musée du futur ou développer des concepts pour exposer des œuvres d'art numériques, dont moi j'espère qu'ils ont tout à fait un potentiel de dérangement et pas simplement de rassurance. Alors ça c'est, disons, je pense que c'est pas simplement service, mais c'est une dialectique entre les artistes et les curateurs. Alors, il faut préciser, vous l'avez déjà eu, cette exposition. J'espère que vous continuerez, parce que je pense à une exposition comme celle qu'il y a eu sauf erreur, c'était l'année passée, puisqu'on l'avait produite au Centre culturel suisse à Paris, c'était Bitnik. C'est une des matières qu'utilisent les artistes aussi beaucoup aujourd'hui, c'est le big data que vous avez signalé, donc les bases de données. Peut-être que des gens parmi vous se sont fait prendre leur profil Facebook il y a quelques jours. Vous faites peut-être partie des 5 millions de personnes qui se sont fait prendre le profil. Donc là, ce collectif, ce duo d'artistes, Bitnik, qui est exposé chez vous, ont utilisé la base de données de Ashley Madison, donc site de rencontre, qu'ils ont pu prendre, et ils l'ont utilisé pour en faire une exposition qui était assez subversive, quand même, je pense. Et ça, c'est important, de faire attention, de ne pas tomber sur des expositions que des jolies expositions façon Kung Fu, on montre des images qui sont sympathiques, mais vraiment d'aller dans la pensée de l'artiste qui doit dépasser, entre guillemets, le joli, la belle image, mais vraiment avoir une pensée. Le fond et la forme sont essentiels pour une œuvre d'art. Réaction, Nicolas Anchaud? Et je pense qu'on ne doit pas confondre deux choses. Il y a d'une part la partie que je qualifierais d'art qui nous fait réfléchir, qui apporte une provocation en disant voilà, alors on a fait beaucoup déjà sur le big data, etc. Je pense qu'on a une notion de blockchain qui vont être aussi interrogées de manière forte parce que là on va engendrer des certificats, mais une fois que l'information est partie, on n'arrivera plus à la récupérer. Donc là, c'est important que ça nous apporte des réflexions en amont des vrais problèmes qu'on va expérimenter. Et ça, c'est l'artiste qui vient apporter un propos au sens vraiment de l'art, au sens pur, originel. L'artiste exprime quelque chose. Et puis après, il y a l'art plus au sens du design, qui est un art appliqué, qui va aider le processus d'innovation, mais qui va apporter un ressenti, qui va apporter aussi des qualités artistiques dans ce processus. Et c'est deux choses qui sont complémentaires. Je ne pense pas qu'il y en a une qui est plus futile que l'autre. Il y a un élément de réflexion, et puis un élément qui est plus lié à l'innovation, à des éléments d'utilité, de service, dans la vie du quotidien. Je trouve que c'est un élément complémentaire. Ils se nourrissent d'ailleurs l'un l'autre. Il y a des gens qui sont capables de passer de l'un à l'autre, d'autres pas. Il faut juste être conscient
de ce qu'on recherche et de ce qu'on attend de ces dimensions différentes. Pour moi, c'est deux dimensions qui sont différentes et complémentaires. J'aimerais juste citer une œuvre sur le blockchain que je viens de voir à Berlin. Il y a une grosse exposition sur le blockchain actuellement, les artistes s'y intéressent. C'était une espèce de grande vitrine dans laquelle il fallait mettre des billets de 5, 10 ou plus d'euros à l'intérieur. Le billet tombait dans un incinérateur, donc le brûlait devant vous, et en même temps, ça chargeait une banque de blockchain, donc une quantité d'argent virtuel qui permettra de créer une bourse pour des artistes. Très belle œuvre sur le blockchain. Alors justement, une question à vous trois. Est-ce que ce rapport art-science passe forcément par la technique, passe forcément par les nouvelles technologies, ou l'innovation peut aussi aujourd'hui se faire autrement? Qui veut y répondre? C'est quoi autrement pour vous? Peut-être d'une manière derrière la tête. Vous parliez justement de la possibilité des artistes de continuer évidemment à peindre de manière traditionnelle, et ceux qui souhaitent y rajouter d'autres éléments parlent de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Aujourd'hui, on se pose ces questions. Est-ce que la technologie happe tout dans ce rapport art et science? Ah non, pas du tout. C'est pour ça que je disais qu'il y a les différents sens artistiques, les modes artistiques avancent en même temps. C'est-à-dire un artiste qui utilise de la sculpture peut la faire aujourd'hui d'une manière classique, avec un burin, etc., mais aussi travailler avec de la sculpture en 3D. Donc les deux choses sont vraiment parallèles. Et la question de l'innovation, est-ce que la dimension artistique aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup d'innovation, c'est vraiment le moteur de cette innovation pour vous, tant du côté de l'Ecalab que de l'Artlab? Encore une fois, je disais, il y a la notion du questionnement d'une part, puis de l'artiste, de l'art appliqué. Alors, pour moi, il est essentiel. Juste, on l'a négligé souvent, alors que dans l'histoire, si vous regardez l'adoption des technologies, que ce soit de technologies de production industrielle avec le Bauhaus et plein d'autres mouvements, qui ont été des mouvements sociaux reconnus après, ont été d'abord mis dans la vie du quotidien par les designers, par des dimensions artistiques. Donc ça a toujours devancé, c'est pas quelque chose de nouveau. Oui. Simplement, on a tendance à l'oublier, puis quand quelqu'un vient, on implique un designer dans un processus, on dit c'est un truc trendy, c'est du design thinking et je sais pas quoi, puis on en fait une grosse tarte à la crème comme si on réinventait tout. Non, c'est quelque chose qui existe depuis très très longtemps. Pour moi, c'est la dimension comment est-ce qu'on arrive, par une perception de la société, à donner une expression, mais aussi y compris dans les usages, pas juste le côté visuel, à des innovations, à apporter cette dimension dans l'innovation en général. Donc pour moi, c'est un élément clé de l'innovation, mais ce n'est pas nouveau que ça en fait partie. Simplement, maintenant, on le formule de manière peut-être un peu plus spécifique, puis on va tirer des notions. Mais il n'y a rien de si nouveau. Depuis 150 ans, c'est comme ça. Est-ce qu'il y aurait des questions du côté du public? On a 2 micros qui vont circuler dans la salle. S'il y a des questions de détail ou des questions plus conceptuelles, n'hésitez pas. La première étant toujours la plus difficile. Monsieur, ici, au 3e rang. Oui, Hubert, bonjour. Je vous encourage à faire une question courte, vu le timing. Oui, merci. Non, simplement, je constate qu'on parle essentiellement de l'art visuel, en fait, et très peu de l'art musique. En fait, quand on pense à Bach ou Boulez, qui, eux, ont utilisé beaucoup les mathématiques, en fait, pour construire leur musique, et aussi, les nouvelles technologies qui permettent aussi de créer de nouvelles œuvres musicales. C'est un thème qui a peu été abordé aujourd'hui, en fait, mais qui est très important, en fait. Alors, on a vu certains exemples musicaux dans les images qui ont été données, absolument. Y a-t-il une autre question ou remarque? Peut-être je peux juste... Ou un complément? Alors, merci beaucoup pour cette remarque. Je pense que c'est très important. Alors, je réponds de nouveau comme directeur du Collège des Humanités. Alors, en effet, je vous ai présenté notamment autour de cette dernière exposition et la prochaine sur Raymond Lull. Ça va plutôt dans le visuel, mais ça, c'est évidemment une des ambitions de Artlab, d'intégrer notamment aussi cette intersection, une réflexion, un développement sur l'intersection musique et science. Alors, dans ce sens, si vous permettez juste encore d'ajouter, Artlab, on n'est pas un musée comme les autres musées, mais c'est vraiment c'est un laboratoire sur comment on peut étudier ou sur la recherche sur intersection, les différentes formes d'art et la science, et donner un cadre pour l'exposition ou pour la recherche. Et là, la musique, je pense, je suis tout à fait d'accord, jouera un rôle plus important dans les années à venir.
J'ajouterais qu'il y a aussi le théâtre, travaille avec les nouvelles technologies, la danse, par exemple. Donc, dernièrement, il y a le chorégraphe genevois Gilles Jobin qui a fait tout un spectacle en réalité virtuelle, donc qui se voyait avec des lunettes et des capteurs. Et cette pièce a été présentée, entre autres, au Festival du cinéma de Venise et aux États-Unis. Donc, on peut travailler dans toutes les disciplines avec les nouvelles technologies. Il n'y a aucun problème là-dessus. Merci pour ce retour. D'autres questions ou remarques? Si je peux juste ajouter aussi une chose, c'est que souvent on dit nouvelles technologies, c'est toujours le numérique et l'électronique. Il y a aussi des nouveaux matériaux. Il y a aussi dans les pigments, on a par exemple fait des systèmes d'impression. Il y a quelques années à l'EPFL, on a été capable de mettre des nouvelles couleurs qui sont des composantes fluorescentes, à faire la quatérichromie avec ça. Donc il y a plein aussi d'autres choses. La technologie ne se résume pas juste à l'électronique. Je pense que c'est aussi important de le considérer. On reste des êtres physiques qui vivent dans un environnement physique. Oui, bonjour messieurs, Joanne Rochelle. J'avais une petite question pour vous challenger sur le futur des relations entre la science et l'art. Est-ce qu'on ne se retrouverait pas dans 10 ans pour un même panel où on verra les scientifiques qui ont occupé, ou en tout cas qui sont vraiment avancés fortement dans le milieu de l'art, avec des créations artistiques qui ne sont plus faites par des humains? Vous me voyez venir, on parle de musique, on parle de peinture, on parle d'écriture, où on a des machines, des algorithmes, des données qui vont eux-mêmes générer quelque chose qu'on appellera un produit artistique ou en tout cas culturel, et comment le milieu artistique se prépare, entre guillemets, à cette collaboration qui sera très certainement forcée. C'est déjà fait, hein. Il ne faut pas attendre 10 ans. Absolument, comment ça va continuer? Il y a des artistes se sont déjà emparés de ça, évidemment. Des artistes ont fait des œuvres où ils font peindre, faire des peintures par des robots qui réalisent des peintures qui ensuite seront mises en vente. Elles sont déjà mises en vente sur le marché. Ça date d'il y a quelques années. Pour moi, c'est pas un problème. C'est toujours un humain qui est derrière, le cerveau derrière, qui fait qu'on met en place quelque chose qui se réalise ensuite. C'est l'humain. C'est là l'idée, le base, le concept. Ce qui compte, c'est quand même l'arte cosa mentale, et c'est une chose qui remonte quand même à Léonard de Vinci. C'est peut-être la plus grande révolution qu'il y a eu du point de vue artistique. C'est avant tout une histoire mentale. C'est ce qu'on met en place. Je citerai un artiste comme Hervé Grauman, artiste genevois, qui avait sorti il y a, je pense, une vingtaine d'années, le début, et c'est encore le petit ordinateur Mac, le tout petit, donc un petit personnage qui entrait dans un atelier, qui se mettait à peindre une toile, et ensuite l'imprimante qui sortait la toile, enfin la peinture, et il en sortait 10, 15, 20 par jour, etc. Mais l'œuvre de l'artiste reste. Et l'homme derrière la machine. La personne qui a pensé. Très bien, merci pour cette remarque. Je remercie les 3 intervenants. Merci à Jean-Paul d'avoir rejoint ce panel et je vous invite à rejoindre la salle. Merci.